Aujourd'hui, dans les Virtuoses de l'hypnose, je vais vous raconter une belle histoire, celle de la rémission des symptômes d'une maladie incurable, la sclérose en plaques. Beaucoup d'hypnose et beaucoup d'autres choses ont contribué à renverser le développement de la maladie. Un parcours sur mesure réalisé en autothérapie par un homme courageux, Lionel Vernois, qui signe un très bel ouvrage. Il est venu aujourd'hui avec son préfacier, le docteur Jean-Luc Monsampès. A tout de suite dans les Virtuoses de l'hypnose. Et bonjour, bonjour Lionel, bonjour Jean-Luc, merci d'être là aujourd'hui. Donc Lionel, tu signes ce très bel ouvrage le jour où j'ai repris le contrôle de ma vie. Oui. Et c'est ton parcours en fait, sur plusieurs années. Un parcours de thérapie, voilà, sur une problématique de santé qui est une sclérose en plaques, qui m'a invalidé il y a 20 ans. J'ai été invalide à 80%. Voilà, donc ce livre raconte tout ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui j'ai plus aucun symptôme de cela. J'ai même marché jusqu'à Saint-Jacques, il fait 400 km, on en parlait en 15 jours. En 15 jours. Voilà, il n'y a plus aucun symptôme de ça, et ce livre raconte qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, et voilà, dans tous les détails. Donc tu es venu accompagné de Jean-Luc Monsampès, qui est docteur en fait, tu es docteur Jean-Luc. C'est ça. Et tu signes la préface, une très belle préface. Merci. Et quelque part dans cette préface, tu cites Viktor Frankl, qui est aussi cité dans l'ouvrage, et vraiment sur cette phrase qui vient un peu synthétiser les choses. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Exactement. Et Viktor Frankl, je crois qu'il résume bien tout. Notre potentiel de sortir de notre conditionnement de mammifères, nous sommes des mammifères, donc nous sommes tous conditionnés, mais il y a des moments où nous avons besoin de pouvoir réfléchir sur nos conditionnements et de pouvoir rechercher en nous, au plus profond de nous, des réponses qui n'ont jamais existé pour faire face à des situations tout à fait inhabituelles comme celle d'une maladie dite grave ou dite même mortelle, dans certains cas ou pas dans certains cas, mais des maladies dites incurables. Et on a besoin d'aller rechercher des ressources inhabituelles en nous, tout à fait. Donc, en fait, vous vous êtes rencontrés dans des circonstances particulières, puisque Lionel, tu étais élève dans l'Institut Repère, Jean-Luc, que tu as dirigé pendant de nombreuses années. Et donc, c'est toi qui animais ces 2 jours, je crois, d'un séminaire qui s'appelle Coaching Santé ou quelque chose comme ça. Ou à l'époque, ça s'appelait Devenir acteur de sa guérison. C'est ça, le titre a changé. Depuis, c'est ça, Devenir acteur de sa guérison. Ah oui, mais moi je me souviens très bien parce que à l'Institut Repère, la plupart des gens venaient pour changer de carrière. Quoi. Je voulais plus faire mon boulot d'avant et je voudrais faire plus un travail qui a des ressources humaines. La plupart voulaient devenir consultants, formateurs, coach. Et j'avais cette formation sur la santé où il y avait des gens qui venaient en fait pour soigner leur bobo. Et je vois Lionel arriver, un jeune gars avec handicapé avec sa canne comme ça, marchant difficilement avec la banane ici, une souris, je dis ah celui-là c'est un extraterrestre. Et il était, je veux dire, il avait un tel enthousiasme dans cette formation, je dirais, à faire les protocoles, il voulait tout faire, il voulait tout pratiquer. Ça, je me dis, ça, j'ai jamais vu ça. Et on s'est pas vu pendant pas mal de temps. Et quand je t'ai revu peut-être 10 ans après, tu n'étais pas la même personne, je dirais. Hein. Moi, je pourrais témoigner de cette transformation que les médecins disent souvent guérison spontanée, parce qu'ils veulent pas voir derrière tout l'immense travail que alors là, ça n'a rien de spontané. Moi, j'ai l'impression, ce parcours, puisque ça a pris des années et des années. Et j'aimerais bien que tu rappelles rapidement un petit peu différentes étapes.
Ok, ouais, c'est pas du tout spontané, c'est tout sauf oui. spontané. Et c'est un Oui. livre difficile dans le sens où on va pas trouver des recettes. Et il y a justement un circuit, un chemin. Là, tout à l'heure, je parlais de Compostelle. Bah voilà, c'est un peu comme aller à Compostelle. Hein. Il faut y aller, faut faire tous les jours un petit pas, un peu plus, des découvertes sur soi-même, et puis se fixer à un cap. Et effectivement, il y a eu plein d'étapes dans la maladie. Enfin, en tout cas, dans le retour à la santé. Donc il y a déjà des étapes déjà pour, enfin dans la maladie se manifeste au départ avec un petit symptôme. Ouais, voilà, oui. Alors effectivement, la maladie, tu au racontes début... dans le livre, mais c'est le pied ou je sais pas quoi, il y a un pied qui traîne. Voilà, la sclérose en plaques, c'est une maladie invalidante qui arrive petit à petit, mais sûrement. C'est-à-dire que il y a une espèce d'inflammation neurologique et les membres petit à petit ne fonctionnent plus. Hein. Donc moi, j'avais 24 ans quand ça a commencé. Et petit à petit, ça évolue par poussée. Donc tout d'un coup, on a un truc qui nous fait dégringoler. Et puis mon état, il a commencé à diminuer un peu comme un escalier, quoi, qui descend sûrement. Et... Donc au début, tu es plutôt passif. Enfin voilà, tu es pris en charge évidemment par la médecine. Par la bien médecine, sûr. et puis ben, on t'explique que de toute façon, ben, tu vas pas t'en sortir parce que. Si on me dit que maintenant on meurt plus de ça, donc ça m'a super rassuré. Par contre, on me dit voilà, c'est le fauteuil, c'est ça. Alors, la sclérose en plaques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première maladie invalidante, il y a 5000 personnes par an en France, 100 000 en tout en France. Et donc c'est vraiment une maladie qui évolue comme ça. Et effectivement, il n'y avait rien. Et moi, je suis rentré dans, je peux plus utiliser ma main. Alors j'étais guitariste, c'est un peu embêtant. Je peux plus marcher. Et puis petit à petit, les fonctionnalités diminuent jusqu'à plus pouvoir aller à la boulangerie et revenir. Alors avant ça, il n'y a pas à pouvoir aller au métro et revenir. Alors on a l'impression que dans ton ouvrage, il y a un moment crucial où tu es avec ton bébé dans les bras et tu tombes par terre. Ouais. Et là, tu te dis, mais plus jamais ça. Voilà. Alors oui, il y a ce moment, je trouve que dans tout parcours, il y a des moments qui sont cruciaux, hein, et celui-là, c'en est un. Alors effectivement, j'ai un bébé dans les bras, mon ami... a voulu qu'on fasse des enfants, elle est géniale, malgré cette maladie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et oui, je tombe avec Alix, toute petite dans les bras. Et là, je dis, non, là c'est fini, il faut arrêter, quoi. Là, faut faire autrement. En fait, c'est un peu la source de la motivation, on peut dire quelque part, que tout d'un coup, il y a une motivation qui s'est mise en route. Pour changer les choses. Et la première chose que tu as changé, c'est le sommeil. Et je crois, hein, tu me dis si j'ai bien lu le livre, que tu as écouté une émission à la radio sur les marins et que les marins, ils arrivaient à dormir sur commande pour récupérer leur sommeil. Et toi, tu étais très fatigué et du coup, tu t'es dit, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Eh ben exactement. Alors, je tombe avec la petite dans les bras et puis je me dis, là maintenant, il faut commencer à réfléchir différemment. Donc, comme je tombe, faut que j'apprenne à tomber. Alors je me suis renseigné sur comment on fait pour tomber, comme les cascadeurs. Et puis comme je tombe parce que je suis fatigué, il faut que j'apprenne à me reposer. Et en cherchant des façons de se reposer, un jour je tombe sur une émission sur les marins, sur France Inter, qui disent qu'ils se reposent toutes les 20 minutes, ils ne peuvent pas laisser le bateau, etc. Et donc, bille en tête, je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut absolument que j'apprenne à faire ça. Alors du coup, je vais voir les médecins. Je suis hyper étonné, les médecins ne savent pas comment on dort. Ils savent plein de choses. Hein, mais je me dis, voilà, il n'y a pas ça dans l'université. Je vais voir les gens. Les bons dormeurs, ils ne savent pas comment ils dorment. Et puis finalement, il n'y a que les sportifs qui développent des machins pour dormir, les marins, les gens qui vont sur la Lune. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je deviens un sportif, moi, et je vais apprendre ça comme les sportifs. Donc je crée un petit peu ce truc d'athlète intérieur. Je me dis voilà, il va falloir que je sois comme un athlète, moi avec ma canne, mon truc, mais à l'intérieur je suis comme un athlète et il va falloir que j'apprenne à dormir comme eux. Et alors
je commence par un bouquin qui... Alors oui, alors tu racontes que tu vas, la FNAC devient ton lieu de résidence principale, Ouais. où tu épluches un nombre de bouquins absolument Voilà. incroyable. Bon, t'en achètes aussi, bien sûr. J'en achète. Et là, tu découvres, enfin, ou tu développes toi-même aussi, avec des bouquins que tu trouves aussi, mais la technique pour dormir. La technique, Rapidement. voilà. Alors, je tourne un seul bouquin, c'est un polytechnicien qui veut faire comme Jacques Chirac. Jacques Chirac, il arrive quelque chose, il cherche les toilettes et où je dors. C'est ce qu'il disait. Et le polytechnicien, il dit, bah, moi, je veux faire comme lui. Et il explique qu'il a trouvé la façon de le faire. Mais il explique très, très mal. Mais en même temps, je me dis, c'est génial. Alors, je vais trouver comment on fait ce qu'il n'explique pas. Et donc, je fais ce truc-là. Je me dis, bon, bah voilà, moi, comme maintenant, quand j'arrive quelque part, je trouve les toilettes et où on dort. Parce que c'est les deux problèmes du sclérose en plaques, c'est les toilettes et où on dort. Et donc, je développe cette façon de dormir comme ça, instinctivement, un peu n'importe où. Alors, pas instinctivement parce qu'il y a toute une technique et je galère parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a jamais bien dormi. Ça a été toujours le... Alors, en tout cas, tu arrives à faire plusieurs siestes dans Et la voilà. journée, de quelques minutes à chaque fois, c'est pas très Voilà. long, c'est ça? Et ces siestes, elles changent ta vie, en fait. Elle change complètement ma vie. Parce que la première sieste que je fais, d'habitude, l'après-midi, j'étais un vrai lézard, quoi. Je pouvais plus bouger. Puis la première sieste que je fais, que je réussis à faire en milieu d'après-midi, bah, je me rends compte que j'ai 2-3 heures d'activité intellectuelle après. Alors je me dis, c'est pas possible. Et puis donc je continue. Et puis je me rends compte que finalement, bah, ces 2-3 heures deviennent un peu plus même. Et puis je me dis, tiens, je fais ma sieste à 13h10 parce qu'il y a des horaires aussi que j'ai trouvés. Et puis alors je vais en faire une autre à 16h aussi, avant d'aller chercher les enfants à l'école. Oui, puis tu en fais encore une autre le soir, et puis après, à minuit, enfin, tu dors, et puis après, ça te permet d'avoir une vie nocturne, et c'est là où il va se passer des choses complètement dingues. Alors évidemment, pendant ce temps-là, on demande, mais oui, l'hypnose? Attention, Ouais. l'hypnose arrive, l'hypnose arrive. L'hypnose arrive avec une discussion avec ton neurologue, Ouais. qui un jour, alors que tu discutes avec lui un petit peu de scientifique à scientifique, puisque tu as une formation De scientifique. De voilà. scientifique, Je suis donc- docteur enfin, en acoustique. Moi, j'étudie le chaos dans le son. d'accord, Voilà. très bien. Ah, Et du coup, il sort une phrase qui est, elle m'a frappé cette phrase aussi. Ouais. Donc, la sclérose en plaques, c'est comme des cambrioleurs qui rentrent dans une banque, qui tirent en l'air avec des pistolets en plastique et tout le monde meurt. Ouais. Et là, c'est une phrase qui est très confusionnante, et donc on sait que c'est lié à l'hypnose, la confusion, puisque c'est là où on peut commencer à réorganiser les choses à l'intérieur Ouais. de soi. ouais. Je te vois comme une phrase hypnotique qui est un peu Ouais. C'est déclenchée. vrai, Oui, c'est vrai, tout Il à faut- fait. Il y a un décodage à faire. Hein. Oui, Mais parce je suis que sûr qu'il va le faire. voilà, qui sont ces cambrioleurs Oui. qui entrent? Qu'est-ce qu'est la banque? Pourquoi les pistolets sont en plastique? Enfin voilà. Voilà, bah c'est sûr qu'à partir du moment où moi je commence à rentrer dans un processus d'essayer de comprendre ma maladie, etc., tout devient des informations pour moi. Quelqu'un d'autre l'aurait entendu cette phrase, il serait allé, se serait passé, mais moi tout devient des informations qui vont me donner des éléments de compréhension de ma maladie. Et là, il dit ça, il dit un jour on était un peu détendu, il me dit ça. Et moi, je comprends ça comme l'antithèse de tout ce qu'on m'a dit avant. Il est en train de me dire qu'il comprend pas en fait. Ah. Il sait pas. Et il me dit, on sait pas trop, tu vois. Et je dis, waouh, lui, il sait pas en fait. Oui, alors en fait, Je croyais qu'il ce savait qu'il ne tout. comprend pas, c'est quand il y a une inflammation, c'est ça, et ça peut faire soit des gros symptômes ou des tout petits symptômes. Voilà. Des gros handicaps ou des petits handicaps, et ça ne dépend pas de la force de l'inflammation, c'est ça? C'est ça. Il dit que, il dit par cette phrase, il dit bon déjà la sclérose en plaques, on ne sait pas vraiment comment ça marche et en réalité, c'est pas forcément des attaques physiques qui créent les plus gros symptômes. On peut avoir beaucoup de symptômes sans qu'il y ait de réalité physique à la chose. D'où les pistolets en plastique. Ouais. D'où les pistolets en plastique, Ouais. parce qu'on peut avoir une crise cardiaque et mourir parce que mais le pistolet n'est pas vrai, quoi. Hein, Et en même temps, il dit tout le monde meurt, donc c'est un côté terrifiant. à l'intérieur. Personne ne réchappe. Et pour moi, elle faisait sens cette phrase, beaucoup de sens, parce que la banque, c'est ce que nous avons de plus précieux en nous. Et les cambrioleurs, c'est comme s'il y avait des influences extérieures, des
outsiders qui viennent remettre en cause ce que nous avons de plus précieux. Outsiders, pour moi, c'est les influences externes, les croyances qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur aussi. Parfois, les cambrioleurs sont aussi à l'intérieur de nous. Ouais, ils sont à l'intérieur de la banque, en tout cas, on ne sait pas comment ils sont entrés, voilà, c'est ça. mais ils sont là. Voilà. Carrément, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est ce que j'ai compris après avoir fait ta formation. Après, parce que juste après, je rencontre Jean-Luc, j'apprends toute cette façon de penser et je comprends finalement que ces cambrioleurs aussi, c'est des trucs qui viennent en moi du monde extérieur que je laisse passer. Quoi. Ce sont ce que Jean-Luc appelait les virus de la pensée. Moi, ça m'a vraiment complètement changé ma vision des choses quand tu parlais de ça. Donc les virus que les gens vous envoient sans vraiment le vouloir, mais qui pénètrent et qui vont vraiment nous atteindre. En effet. Et donc je me suis rendu compte que en fait mes symptômes ils étaient beaucoup liés à l'extérieur en fait. À des événements. À des événements du monde, de ma vie. Et à comment je me sens ou alors à ce qui se passe plutôt, ce qui se passe plutôt dans mon environnement et comment je reçois ça. Alors là, il s'ensuit un travail d'autothérapie la nuit, dans la cuisine, parce que c'est quand même expliqué, où finalement tu vas appliquer des protocoles de PNL, de la programmation neurolinguistique. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que c'est vrai que pour les personnes qui nous regardent... Oui, enfin voilà, la PNL, la raison d'être de la PNL, c'est de se dire, si quelque chose, il y a une excellence, il y a quelque chose qui marche vachement bien autour de nous, quelqu'un a un talent particulier, si c'est un humain, je dois pouvoir me faire un peu ou... Me l'approprier pour me l'approprier. Voilà, c'est ça. Alors, elle est née de la modélisation. Les premiers modèles ont été des psychothérapeutes célèbres comme Milton Erickson, Fritz Perls, le père de la Gestalt thérapie, et Virginia Satir, qui a donné naissance à la thérapie familiale. Et à partir de ces modèles, on ne peut pas devenir heureux, même si on fait 30 ans de... Mais en fait, ça vient travailler sur la structure subjective, en fait, quelque part. Il y a le monde extérieur objectif, il y a notre structure subjective, et ça vient travailler là-dessus. Ces modèles-là viennent confronter nos propres modèles et assouplir nos propres modèles. Donc on est bien dans cet espace de liberté, finalement. On est dans cet espace de liberté. Entre le monde extérieur objectif et ce qu'on va en faire, en fait. C'est ça vient confronter nos habitudes, c'est-à-dire nos conditionnements internes, pour nous donner un peu plus de flexibilité ou de liberté, si on fait référence Donc il y a tout plein d'exercices, et toi tu vas surtout appliquer un des exercices qu'on appelle le réimprinting. Donc ça se passe dans la cuisine. Est-ce que tu veux nous raconter ce que tu fais entre 1h et 3h du matin, si j'ai bien compris, toutes les nuits, parce que c'est là on voit que c'est un travail c'est souvent, je peux pas faire persévérant. Au moins 2-3 fois par semaine, effectivement. Comme je suis devenu un expert qui lit, qui dort, qui machin, je maîtrise mon sommeil, et donc le soir, quand tout le monde est au lit, j'ai mon moment à moi dans ma cuisine où je passe dans un autre espace-temps, je sais pas, et où je commence à travailler sur moi-même. Grâce à cette fameuse ligne de temps qu'on utilise beaucoup en PNL, une des grandes forces de la PNL, c'est d'avoir compris que le temps, c'est très subjectif. Et même en nous-mêmes, deux expériences, une remémorée, une future, elles sont là quelque part. Alors, l'idée, c'est de les placer sur une ligne de temps chronologique. Et d'utiliser cette ligne de temps pour faire des exercices. Voilà. Donc l'idée c'est que dans ma cuisine le soir, alors moi ma cuisine chez moi il y a une porte d'entrée qui rentre directement dans la cuisine. Il y a un petit couloir là qui va aux toilettes et puis après la cuisine il y a le salon. Et alors moi, ma ligne de temps, c'est le futur est dans le salon, le présent est au milieu de la cuisine, et puis le début est dans les toilettes. Ça m'avise. Temps limité. Temps limité. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que quand tu as une émotion ou quelque chose que tu ne comprends pas ou quelque chose que te chiffonne, tu remontes sur la ligne de temps. Pour voir à quel endroit ça n'existait pas encore, c'est ça? Voilà. Il y a une idée avec cette ligne de temps, c'est qu'on peut l'utiliser après. En fait, si on façonne notre cerveau à lui dire, voilà, on va jouer à la ligne de temps. Par exemple, là, c'est le présent, tu as 50 ans. Donc là, puisque là, c'est le début, là, c'est 25 ans. Donc,
on va aller sur la ligne, on se déplace sur la ligne de temps, on va à 25 ans et on dit à 25 ans, là, tu as 25 ans. Donc, souviens-toi de tes 25 ans. Alors, on arrive tout à fait à en se souvenir. Puis après, on va à la moitié, ça fait 13 ans, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ça un petit peu, donc le corps se souvient. Le en corps, fait. C'est ça. il est Le corps se souvient Parce de que tout. nous, mentalement, non, on a on oublie. quelques Ouais, histoires, absolument. mais le corps se souvient. Donc en se déplaçant, c'est donc ça. là, il y a Ouais. quand même un tiers d'hypnose, Exactement. on va dire, dans cet exercice. Absolument. Pour on le est moins, déjà, dans une transe. Oui, il y a une transe. Il y a On une est transe, déjà un donc peu on est bien ailleurs, en quand même. hypnose, Oui, on va dire. oui. Et donc tu vas te promener sur cette ligne de temps Voilà. et retrouver avant des événements gênants Ouais. ou passer par les événements gênants et retravailler tous les événements C'est qui ça. t'ont gêné. Enfin, quand je dis gêné, ça peut être une gêne plus ou moins grande. Et j'aimerais bien que tu nous racontes quand même, qu'on comprenne bien, qu'on arrive à Ouais. goûter un petit peu une de tes, un de ces travaux que tu as fait sur toi. Ok, ouais. Alors en effet, l'idée c'est de remonter dans le temps d'une façon assez particulière, hein, très codifiée. Hein, il y a plein de choses à faire, etc. Et puis remonter dans le temps à partir d'un symptôme qu'on aurait là, qui peut être n'importe quoi, un truc qu'on ressent là, et on peut remonter dans le temps et aller voir où est-ce que cette sensation. Alors on avait parlé d'un s'est exemple. créée. Ouais. Ouais. Donc tu voulais parler en public ou quelque chose comme ça, non? C'était ça ou Oui. Alors c'était un petit peu. J'avais envie ce jour-là. Je me demandais pourquoi j'arrivais pas à faire certaines choses, à faire de la musique, etc., ou à être performant dans certains domaines de ma vie, et je me sentais comme bloqué. Alors du coup, sur cet exemple-là. J'ai en fait ancré le blocage dans le corps, Ouais. être bloqué, bon, c'est comme ça, D'accord. d'une façon somatique. Mhm. Et puis je me suis dit, voilà, l'idée c'est de remonter dans le temps. À quel moment on a créé cette forme de sensation? On n'est pas né avec ça, on n'est pas né comme ça, quoi. Hein. Donc à quel moment dans mon histoire j'ai créé ce truc-là qui m'empêche d'avancer? Et donc, l'idée, c'est, une fois que la ligne de temps a bien été organisée dans la tête, c'est pas n'importe quoi, et il faut vraiment y aller pas à pas. Et, À reculons, du coup, tu recules? alors, Ouais. je recule, je sens ce truc-là, je me dis, est-ce que l'année dernière, c'était là? Ouais. Il y a 10 ans, c'était là, il y a 15 ans, c'était là, il y a 20 ans, c'était là, et puis tout d'un coup, pardon, sur cet exemple-là, je retombe en classe de 6e. Non, de CP. Ah oui. C'est la classe de CP. Il y a une image qui me vient, c'est au milieu de l'année, deuxième semestre, la maîtresse nous dit vous avez très mal travaillé, etc. Alors on a tous très peur, qui va être le premier, le plus mauvais, le meilleur des plus mauvais. Elle dit sauf Lionel qui a très bien travaillé. Et donc là, je me souviens de cette expérience, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire dans mon existence, là, aujourd'hui, cette expérience, bon, voilà, j'ai été premier de la classe, bon. Et alors, tout l'intérêt, c'est pas passer là-dessus, parce que mon inconscient m'a renvoyé ça, en fait. Hein. Donc, je lui ai demandé de me renvoyer un truc, donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, alors? On va creuser. Et du coup, Donc là, c'est comme un zoom, en fait. On fait Donc, un zoom. là, tu as reculé, tu as trouvé un peu où c'est que ça se passait, Ouais. tu vois une scène, et là, tu vas faire vraiment un zoom Un zoom. sur cette scène pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Cette phrase est déjà curieuse. Ouais. Et alors du coup, on rentre un peu en soi-même et c'est là que c'est un peu de l'auto-hypnose. Alors moi, à 2 h du matin, on est déjà crevé, on fait ça. Et si on sait faire de l'auto-hypnose, c'est encore mieux. Et alors on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait? Et moi, je me souviens que, donc ce jour-là, je me souviens qu'il avait fallu que j'aille chercher l'image, l'image cadeau. Ah oui, que tu avais gagné. Que j'avais En gagné étant le jusqu'au moins bureau. mauvais. Ouais, voilà. En étant le meilleur, enfin, le premier de la classe. Et du coup, j'ai eu à traverser la classe. Et ça, c'était déjà sous les regards des gens. Et en fait, enfin, des camarades, quoi. Alors, et moi, tout ce que j'ai vu dans ce moment-là, c'est un camarade, un petit garçon, qui était hyper furieux, quoi. Il pensait que ça devait être lui, quoi. Donc j'étais l'homme à battre pour lui et j'ai vu que ça. Ça m'a terrorisé et je me souviens de ça. Je me dis, waouh, c'est vrai, ça a été dur et tout.
Et puis, et donc, c'était une expérience très désagréable parce que je savais qu'il... T'as eu peur et tu savais qu'il allait te chercher. Puis d'ailleurs, on s'est battu dans la cour Ouais. et tout ça. Donc, après, c'était... Et alors, voilà, ce soir-là, dans ma cuisine, je me dis, mais c'est quoi cette expérience, effectivement? Et alors, l'idée, c'est de décortiquer de l'expérience, de l'approfondir. Parce que là, il y a eu un apprentissage quelque part. Si je suis distinguée, si je passe devant les autres, si la maîtresse me félicite, c'est dangereux en fait. Il y a une espèce de peur qui s'est... C'est ça. Alors ça, c'est la conclusion probablement. C'est la conclusion à laquelle je vais. Oui, c'est le premier apprentissage qui s'est développé. Et là, l'idée, c'est d'aller voir pourquoi qu'est-ce que c'est en fait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment pas prendre pas faire de conclusions trop hâtives. Il faut vraiment tout déballer, essayer de se souvenir de tout, parce que tout est dans les détails. Il y a un travail d'enquêteur. Alors, on prend des petits papiers. Le gars, c'est le bol tibétain. La maîtresse, c'est cet objet. Toi, moi, je suis là, etc. Bon, on fait ça avec des petits papiers, etc. Et l'idée, c'est d'aller, de mettre tout le monde. Et même ceux qui ne sont pas là, mes parents, où ils sont? Tiens, où est-ce qu'ils sont, mes parents? Évidemment, ils sont de ce côté-là. Ils étaient assez loin, là, sur ce truc-là, parce qu'ils n'en ont eu rien à faire que j'étais premier. Et ça a été un peu dur aussi. Mais bon, là, en l'occurrence, ils étaient très loin. Et puis... Et du coup, c'est à partir de cela, une fois qu'on a bien mis la gestalt, en fait, c'est d'aller sur chaque personnage et se dire comment cette personne a vu les choses. Donc, en allant sur le papier, tu vis le personnage, en fait. Voilà. Oui. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le système. Et donc, dans le personnage, tu peux voir Lionel de l'extérieur aussi, et être en contact avec des sentiments, des émotions, que tu ne pouvais pas deviner sans faire cet exercice. Sans faire cet exercice. Par exemple, je me mets à la place du camarade qui était vraiment furieux, quoi. Et en fait, c'est lui le problème. C'est lui qui a un problème, en fait. Quand je suis dedans, je me dis, il va se faire engueuler par son père. Son père voulait que ce soit le premier, il n'est pas le premier. Il est paniqué. Et je comprends ça à 35 ans dans ma cuisine. Qu'il est paniqué, il est dégoûté. Bon, alors il a envie de castagner parce que c'est lui qui va se faire castagner. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Et finalement, de rentrer dans sa peau, je me dis, mais c'est lui qui a un problème, pas moi. Moi, j'ai aucun problème, en fait. Je ne vais pas porter son problème. Et donc, du coup, ça change tout, en fait, cette expérience. Je me dis, attends, j'ai fait l'expérience d'avoir une bonne note et d'être complètement d'empâtir moi-même, alors que ça aurait dû être le contraire. Et donc, ça change déjà rien que de faire ça et de passer dans toutes les personnes qui étaient là. Alors, dans l'histoire, oui, il y a aussi 2 petites filles, c'est ça? Ouais. Et alors, en faisant ça, au début, ça m'aurait suffi de me dire, ouais, en fait, j'ai vraiment focalisé sur lui, mais c'est lui qui a un problème. Moi, il faut que, voilà, si je fais un truc bien, voilà, je suis content, il faut que j'en profite et tout. Et là, en continuant l'exercice, pour aller encore plus loin, je me suis rendu compte que 2 petites filles étaient tombées amoureuses de moi. Parce que j'avais brillé. Alors sur le moment, c'était difficile parce qu'il y en a une qui me collait, l'autre elle m'avait offert une chouette voiture et tout ça, mais pour un petit garçon c'était quand même un peu compliqué. Mais pour l'adulte qui voit ça, c'est complètement différent. Donc en fait c'est l'adulte qui peut aussi parler à l'enfant dans cet exercice quelque part. Alors l'adulte, il est là, il se rend compte que tout ça, on a vécu 30 ans avec cette idée-là et qu'elle est fausse, donc c'est bon. Rideau qui tombe, on pleure pratiquement dans la cuisine, quand on se dit mais c'est quoi ce délire, pourquoi voilà, alors qu'est-ce qui serait passé si j'avais vu les petites filles plutôt que le méchant en fait. Les petites filles te gênaient parce qu'après tu as été gêné qu'elles te collent. Donc, ouais. Ça m'a un petit peu gêné, mais bon, qu'est-ce qui serait passé si j'avais focalisé sur le fait que quand même j'avais brillé, j'avais eu du succès. Ça aurait peut-être changé beaucoup de choses dans mon futur d'adolescent face aux jeunes filles, certainement. Mais voilà. Parce que là, tout avait l'air dangereux. Voilà, là, c'était un peu dangereux. Et donc, comme tu le dis, on peut aussi
Parce qu'on est en transe quand on fait ça, on est complètement ailleurs. Voilà, on est dans sa cuisine en train de. Alors moi, c'est ça que je trouve très étonnant dans ton parcours et dans ton travail, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'autothérapie, c'est-à-dire que tu travailles tout seul, tu n'as pas de thérapeute à côté de toi pour te guider, c'est ça qui est assez exceptionnel. C'est ça qui est tout à fait exceptionnel, parce que pour moi, les gens comme ça qui arrivent à surmonter des situations médicales très, très lourdes, très difficiles, généralement, il y a toujours une décision de dire ma vie maintenant, celle que je vis est insupportable, je veux autre chose, je veux maintenant mener ma vie. Et ils savent la plupart du temps s'entourer d'un soutien, qui peut être un psychothérapeute, ou un soutien médical, ou familial, ou amical. Mais en général, il y a cet accompagnement. Et toi, tu étais accompagné par ta curiosité. Que tu aies fait ça sur les choses et sur les fonctionnements. Oui. J'étais accompagné par ça, mais j'étais accompagné par toi, Jean-Luc, sans que tu le saches, parce que moi, je me suis mis des mentors. Hein, tu étais mon mentor, et l'Institut Repère, pour moi, c'était vraiment un repère où on apprenait des choses. Il y avait Jeannette, il y avait toi, il y avait toute cette ambiance avec Sadia, il y avait... Et moi, j'étais accompagné, je me sentais hyper entouré par vous, en fait, sans que tu le saches. Voilà, et on se voyait pas, etc. Ben, je venais à toutes les soirées de présentation, j'essayais d'en faire le maximum. Mais c'est vrai que moi, j'avais quand même des mentors dans ma tête. Je me disais, Milton Erickson, qu'est-ce que tu aurais dit de ça? Et tu avais sur les genoux aussi le bouquin de Robert Dilts. Robert Dilts. Croyance et santé. Croyance et santé. Que tu connais bien, Robert Dilts. Oui. Oui, on travaille ensemble depuis pas mal d'années. Oui. Et qui a vraiment beaucoup apporté au domaine de la santé, en particulier avec l'expérience de sa mère. Oui. Je pense que son histoire dans la santé a commencé avec sa mère qui, je crois que ça devait être en 82. Elle était une mère de famille, donc vraiment consacrer sa vie aux autres, et aussi infirmière, donc consacrer aussi se dévouer pour les autres, et qui a eu, après une période de stress sévère, on lui a trouvé un cancer. Donc c'est une récidive de cancer. Et là, cette récidive est en fait un cancer généralisé. On appelle ça, nous, stade 4, avec des métastases un peu partout. Donc les médecins disent on ne peut rien faire, sauf vous aider à ne pas souffrir. Et à ce moment-là, Robert s'est dit, ben non, c'est ma maman quand même. Oui, c'est ma maman, je vais l'aider. Et il a tellement bien aidé que sa maman que finalement, quelques années après, même quelques mois après, elle allait très bien à la surprise des médecins, et elle a vécu 16 ans. Et ce qu'il explique... on rappelle que quand même que c'est Robert Dilts, hein, c'est un proche de Richard Bandler. Enfin, il a travaillé avec les créateurs de la PNL, et il a développé la PNL, il l'a enrichi. Il a développé et enrichi d'une manière formidable, en effet, la manière exceptionnelle, la PNL. Et ce qu'il a fait, c'est lui qui l'explique. Vous passez de cet état de cancer stade 4 à un état finalement d'état de santé tout à fait normal. Il explique qu'il avait travaillé. Il explique que le processus, c'est d'abord sa mère rêvait d'être autonome, alors qu'elle se consacrait sa vie aux autres, je dirais, à son patron, à ses enfants, et qu'il y avait un conflit entre j'ai envie de devenir quelqu'un d'autonome et mener pleinement ma vie, et une culpabilité à sortir, je dirais, à ne plus être malade, parce qu'elle-même, sa propre mère avait eu un cancer et sa sœur avait un cancer. Et elle se disait, si finalement je guéris, je vais me sentir coupable de ne pas être comme les femmes de ma famille. Et donc il y avait un conflit de croyances, et donc il l'a accompagné sur ce conflit de croyances. Un obstacle interne, et aussi l'obstacle l'influence des médecins qui lui disaient, mais non madame, arrêtez vos bêtises, la PNL, tout ça, ça ne vous aidera jamais. Et ça, c'est vraiment été Donc elle a changé de vie en fait. Elle a changé, exactement, à l'issue. Elle a changé de vie, elle avait le rêve jeune de devenir actrice. Pas devenir actrice, mais elle a fait des publicités. Voilà, c'est ça. Elle s'est réalisée. En fait, elle s'est pleinement réalisée. Mais elle avait des croyances qui l'empêchaient en fait de vivre la vie qu'elle voulait vivre. Et ce livre est magnifique. Et donc toi, tu l'avais sur tes genoux. Et moi, je l'avais sur mes genoux. Dans la cuisine, on retourne dans la cuisine. Voilà, dans la cuisine pour faire mes petits protocoles. Parce que là, on t'a laissé au CP, là, donc on a envie de savoir la suite. Là, du coup, une fois qu'on a ça, on revient à tout le système. Une fois qu'on a vu les choses depuis tous les angles, déjà, nos pensées sur ce qui est arrivé ont complètement changé.
Et même, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'en va. Hein. C'est comme une croyance qu'il faut pas être premier parce que faut pas être visible, faut pas. Évidemment, quand on est visible, il y a des gens qui aiment moins qu'on soit visible, mais bon, voilà. Et donc, du coup, déjà, ça élimine tout un tas de choses. Puis après, l'idée, c'est de remonter le temps. Alors, je suis là-bas et de se dire, avec ça, avec cette nouvelle expérience à l'intérieur, comment Lionel aurait vécu ces 7 ans, 8 ans, ce qui est arrivé à 10 ans, à 12 ans, etc. Donc on remonte avec ça à l'arrière-plan, jusqu'au présent, où on se dit comment je vais vivre ma vie maintenant que je sais que je peux m'exposer. Donc on se recrée un peu une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'il y a des recrée événements qui nous ont affectés, qui ne nous affectent plus, grâce à cette magie de ligne de temps, puisqu'en allant à l'événement initial, et tous les autres sont... Tous les autres qui prenaient racine dans cet événement sont nettoyés. Donc toi, tu as passé des nuits entières là, à nettoyer toute ta vie. Voilà, c'est l'idée. J'ai vraiment été en mode chevrotine dans toutes les directions de ma vie. Alors, tous les soirs, et à chaque fois que j'avais une pensée d'un truc que j'arrivais pas à faire, je me disais, bon, je dois avoir un blocage. Allez, hop, ce soir, on fait ça, etc. Mais du coup, tu as dû vivre des grosses émotions, il y a dû y avoir énormément des pleurs, d'émotions, etc. évidemment. Oui, mais après, quand on est en transe, au milieu de la nuit, t'as pas du mal à t'accompagner parce que du coup, tu peux dire j'en ai ras-le-bol ou je sais pas quoi. Enfin, des moments de découragement ou des moments. On a l'impression que t'es poussé par une espèce de flamme intérieure. C'est ça, il y a ça. Il y a des fois, et c'est souvent au moment où on n'en peut plus, on est crevé. Que si on continue, c'est là qu'on va trouver un truc. Parce que moi, je connaissais pas l'hypnose. Hein, je faisais un petit peu d'auto-hypnose avec des trucs, machin. Mais là, c'est vraiment là. C'est vraiment là que ça se passe. Et donc, du coup, j'en ai fait plein pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'à changer complètement. Changer de réaction à la vie, de personnalité, de comportement, de tout. J'ai même changé de métier. Les choses ne pouvaient plus exister comme avant. Alors moi, je faisais de la science sur ordinateur. J'étudiais les résonances acoustiques dans le bâtiment. Bon, donc je suis devenu thérapeute. J'ai commencé à faire de l'hypnose pour les gens. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment petit à petit, vraiment tout changé. J'étais plus la personne qui est tombée malade, en fait. Et c'est ça le grand truc, c'est ne plus être la personne qui est tombée malade. Être une autre version. La version, peut-être qu'elle est arrivée à un endroit où il pouvait pas aller. Est-ce que tu étais comme la mère de Robert Diaz? Est-ce que tu t'étais empêché de faire des choses? On n'a pas forcément cette impression-là, en fait. On a l'impression que c'était peut-être des événements pas digérés ou des choses comme ça, mais pas que tu n'étais pas empêché de faire des choses. Là, je crois que c'est plutôt qui j'étais à ce moment-là, pouvait pas supporter ce qui m'arrivait. Ma mère est décédée et plusieurs années après, je développe ça. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et, tu voulais pas être qui tu étais ou tu voulais pas être dans cette situation-là? Je pense que j'avais pas les outils pour avancer, pour aller voilà, j'étais bloqué quoi, vraiment. Et est-ce que la maladie était comme une solution? Alors la maladie, oui, elle peut être comprise comme ça, ouais. Elle peut être comme ça. Alors c'est une effroyable solution quand même. Hein. D'accord. Soit tu passes, soit tu meurs. Mais en même temps, pour moi, dans ce parcours-là, on peut le voir comme ça. Je suis pas sûr qu'on demande aux gens ou que j'inviterais les gens à voir que voilà, ta maladie c'est une solution. L'ami Vilude viendra nous voir. Oui. C'est pas du tout mon sens. C'est vraiment c'est une effroyable opportunité de changer. Là, il va falloir changer. Donc, soit tu changes. C'est un signal. C'est un peu comme dans la vie des entreprises. Hein. Il y a un truc, ça marche pas. Soit on change, soit l'entreprise elle tombe. Et puis, voilà. Alors, si on dit la maladie est une tentative de solution, c'est plus correct? Ou un signal, un message. Un message. Plutôt qu'une solution. C'est un message. Un message à propos d'un dysfonctionnement, d'un déséquilibre à l'intérieur de nous. Alors du coup, ça invite à accueillir le message et le messager. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Et de l'écouter. C'est ce que tu as fait sur les tomates de ta cuisine. Mais en fait, en tout cas, tu l'as jamais fait tu l'as fait dans le but d'aller mieux psychiquement. Ouais. Tu l'as pas fait dans le but d'aller mieux physiquement, en fait. Eh bien,
Moi, on m'a dit que c'était pas guérissable. Oui, Donc, de toute façon, c'était pas le sujet, en fait. C'est même pas le sujet, Ouais. mais je me disais que si je pouvais faire un petit truc pour moi, ce serait déjà ça. J'avais envie d'avoir une meilleure vie, en fait, tout simplement. Et donc, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Et petit à petit, en changeant autant, et puis alors, on n'a pas parlé, mais j'ai découvert la danse des 5 rythmes. Alors qui est justement, parce nous, que tu as fait le sommeil, l'autothérapie avec la PNL, l'hypnose, Ouais. tu as fait... t'as considéré peut-être évidemment les choses autrement, tu es devenue une autre personne, ouais. ton corps s'est remis en marche aussi plus progressivement et surtout c'est passé par la danse. C'est passé par la danse. La danse des 5 rythmes Ouais. qui a été inventée par... Gabriel Roth dans les années 70. Donc c'est une danse libre où il y a 5 univers rythmiques que Jean-Luc connaît bien. J'ai découvert ça chez... Donc ça se à pratique en l'Institut groupe, il y a Européen. un effet de groupe ou on fait ça tout seul dans Il y a sa un effet cuisine de groupe. aussi ou pas? Ah non, Non, on peut on aussi peut le faire tout on seul. peut tout à fait. Ouais. oui. Donc Ah tu es aussi danseur Non, 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 je danse pas. Moi, je me dis, mais comment ce gars-là, Lionel, avec son invalidité, difficulté à marchant avec une béquille, prend la décision d'aller s'inscrire dans un cours de danse de ça. Et ce qui est dingue, Ça, en c'est fait, quand même- ce qui est dingue, c'est que quand tu commences ces cours de danse, tu ne peux pas Je bouger. peux pas bouger. Tu Ouais, peux c'est- à On se peine demande tenir pourquoi. debout. Tu peux à peine ouais. tenir debout et on Ouais. a l'impression qu'au départ, tu bouges que les paupières. Quoi. Ouais, comme ça, quoi. Ah, c'est parce qu'on n'a pas la description physique. Alors tu danses comme ça, c'est ça? Alors qu'autour de toi, tu as des danseurs chevronnés qui se roulent par terre. Qui Ouais. dansent, qui sautent. Qui, Alors qu'est-ce qui voilà. se passe alors finalement? Comment alors, décris-nous, c'est parce que donc il y a 5 rythmes différents Ah dans oui, cette ah, danse. voilà. Combien de temps ils durent ces 5 rythmes? C'est des sessions de combien Alors de temps? ça va durer 1h30, un truc comme ça. D'accord. Et donc, on fait passer le corps par 5 ambiances rythmiques qui forment une forme de vague énergétique dans laquelle, le corps passe. C'est-à-dire, on va d'abord, alors je vais expliquer ces 5 rythmes, Oui. parce que le premier c'est le fluide. C'est le rythme, c'est un rythme circulaire, c'est le rythme, on va dire, de la Terre qui tourne sur elle-même, les trucs qui sont, qui tournent en permanence, qui sont doux, etc. Ça, c'est le premier rythme. Alors, on va tourner comme ça, voilà. Puis après, on passe au deuxième rythme qui est exactement l'opposé, le staccato. C'est le rythme des directions. Je vais là, je vais là, je vais là. D'accord, donc le premier est plutôt des courbes fluides, Voilà. c'est ça? Voilà. Et le deuxième, c'est des... Et le deuxième, c'est je des vais devant, angles, je des m'arrête, courbes. je vais à droite, à gauche, clac, clac, clac. Et D'accord. vraiment, donc, c'est l'opposé. D'accord. Le troisième, ça va être la réunion des deux. Ça va être le chaos. Alors, le chaos, ça va être réussir à maintenir un équilibre dans le n'importe quoi, dans le chaos. Alors là, on est comme l'eau qui bout dans une casserole. La musique est très, très, très puissante. Ça y va. Et il y a beaucoup d'énergie qui se crée. Et après ça, il y a le lyrique. C'est-à-dire que c'est la vie qui émane de ce truc-là, de cette énergie qui a été créée. Alors là, c'est la joie. Ça peut être aussi, je dirais que c'est plutôt la joie, ouais, la vie. C'est le printemps. D'accord. Allez, tout d'un coup, ça y est, on a fait ça, c'est le printemps, on y va, etc. Et le dernier rythme, c'est le calme, où on va s'arrêter et écouter tout ce qui s'est passé. Et il s'est passé des trucs et on avait passé dans une machine à laver. Donc pour toi, il y a un rapport direct entre cette danse et les émotions. C'est-à-dire que visiblement, ton travail thérapeutique, tu l'as intégré dans le corps. C'est-à-dire que ce n'est pas Voilà. resté C'est ça. au niveau du mental, mais ça a pris une dimension physique C'est dans capital. l'incarnation. C'est capital. C'est capital. C'est capital. Et alors, pour reprendre l'exercice de PNL que j'ai fait et qu'on a discuté, après, je suis allé le danser. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire, alors la danse des 5 rythmes, il y a plein de danseurs. Voilà. Donc toutes les filles, c'était les petites filles. D'accord. Dans ma tête, c'était les petites filles devenues grandes à différentes époques. Donc comme il y a des gens de tout âge, voilà, c'était elles. Donc voilà. Et tous les garçons, c'était les garçons. Waouh! Et moi, j'ai dansé au milieu de tout ça. Et l'idée, c'était de danser le fait de pouvoir bénéficier du fruit du travail que je fais, etc. Donc c'est À travers ces 5 rythmes-là. D'accord, donc en fait, quelque part, ça t'a permis de t'exprimer, toi, alors que les autres avaient le droit de vivre aussi et de s'exprimer, Voilà. et tout ça sans se heurter
Et tout le monde a le droit d'exister avec sa propre liberté. C'est ça, tout le monde. Et alors donc, eux, ils ne savaient pas ce que je faisais. Enfin, bon, voilà, moi j'étais là. Et on peut danser, alors on peut se rapprocher de gens, on danse le fluide, comment. Et voilà, et donc c'est vraiment un shake-up. Voilà, on secoue tout. Et du coup, ça fait bouger musculairement aussi. Nos muscles intègrent le travail qu'on a fait. Et donc ça, c'est extraordinairement important. Nos muscles ont compris que ce qui s'est passé, que ce qui s'est figé dans nos comportements il y a 35 ans, bah, c'est plus ça. Hein. Et donc, on a dansé avec le danseur, on a dansé avec les petites filles, on a dansé tous les rythmes, donc voilà. Et on sort de là, bah voilà, le monde a changé, quoi. Donc c'est à force de danser que tu as retrouvé tes muscles, concrètement, voilà. coup, physiquement. Exactement, exactement. En fait, à force de danser, c'est-à-dire qu'au début, je dansais pas, je bougeais, et puis j'ai compris la liberté que j'avais. Et on est encore dans la liberté de Frankl. C'est quoi la liberté que j'ai? Au début, je me disais, ben non, je peux pas danser, donc ça annihilait toute liberté de pouvoir bouger. Et puis j'ai compris que je pouvais danser intérieurement, vivre le rythme, et que certaines parties de moi pouvaient bouger quand même par ce rythme. Et une fois que celle-là, on l'autorise à bouger, bah, t'as l'autre qui bouge un petit peu. Et puis finalement, on trouve d'autres façons de bouger. Et puis ça devient au fil des semaines, hein, des mois, des années. Et puis finalement, on se retrouve à danser comme les autres, à se rouler par terre, et puis à se dire... Et à pouvoir faire de la planche à voile comme autrefois. Et à faire de la planche à voile. Donc justement, tu nous as préparé un moment d'hypnose, puisque maintenant tu es hypnothérapeute depuis une dizaine d'années, et un moment d'hypnose qui vient justement, comme le 5e rythme, si j'ai bien compris, intégrer tout ce qu'on vient de dire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Tu vas nous faire vivre un moment particulier. Exactement. Eh bien, c'est le moment d'hypnose. À toi. Ça y est? Ok. Bon. Bah alors, installez-vous confortablement, auditeurs, dans un endroit évidemment pas dangereux. Fermez les portes, dans un canapé, dans un fauteuil. Et laissez-vous juste atterrir ici et maintenant, les pieds sur le sol, les mains sur vous-même, comme ça. Voilà, tranquillement, avec un bon coussin derrière, si c'est possible pour vous. Voilà. Et simplement... ouais, vous laissez atterrir là, ici et maintenant. Après tout ce qu'on a dit, il y a eu des trucs nouveaux, il y a eu des trucs que vous saviez, il y a eu des trucs qui ont résonné en vous. Et peut-être que parmi les trucs qui ont résonné en vous, il y avait cette ligne de temps. Et cette ligne de temps, je pense que vous l'avez vue. Vous êtes imaginé à l'intérieur de votre cerveau cette ligne de temps. Vous avez vu les tomates, vous m'avez imaginé là. Et puis vous avez vu cet enfant tout petit qui traversait la classe. Et peut-être que vous avez utilisé des images à vous, de votre classe à vous quand vous étiez petit, de votre cuisine sur laquelle vous pourriez faire votre ligne de temps. Peut-être que vous avez des tomates ou simplement du parquet. Et là, ici et maintenant, ce que je voudrais, c'est que... en vous laissant atterrir là, dans le confort de ce fauteuil, vous imaginiez une ligne devant vous, comme si la vie c'était une promenade, une randonnée. Voilà. Et vous êtes à ce moment-là de la randonnée. Et vous pouvez être assis sur ce fauteuil, les pieds sur le sol, les mains sur vous-même, et juste regarder cette ligne de temps devant vous, en imaginant qu'elle vient de derrière vous, elle vient de loin, elle vient de très loin. Du moment où vous étiez tout petit bébé, voilà, c'est ça. Et juste vous laisser... envahir par le confort de ce canapé, de ce fauteuil. Et chacun vit son confort différemment. Toi, Jean-Luc, d'une façon. Toi, Catherine, d'une autre façon. Moi, d'une autre façon encore. Et en même temps, voilà, toujours de la même façon. Voilà. Et vous pouvez vous laisser bercer par votre respiration en imaginant cette ligne de temps devant vous. Voilà. Et en même temps, voilà, en vous connectant à l'intérieur, au confort. Voilà. À la façon dont vous vivez le confort à l'intérieur. Et pour faire ça, évidemment, vous pouvez vous laisser envahir par le confort dans les paupières. Voilà. Le confort, c'est ça, dans votre respiration. Et juste fermer les yeux. Voilà, c'est ça. Pour vous laisser bercer par votre propre respiration ici et maintenant, en imaginant votre propre ligne de temps sur laquelle vous êtes aujourd'hui.
sur cette route du temps. Voilà. Derrière, il y a le passé, les expériences du passé. Devant, il y a le futur, les expériences du futur. Et le temps, il ne vous appartient pas à vous. Le temps, il appartient en réalité à personne. Le temps, il ne dépend pas de nous, il dépend des planètes, il dépend du temps qu'il faut pour que la Terre fasse un tour autour d'elle-même. C'est ça. Ce qui vous appartient à vous, c'est ce que vous avez mis dans les cases du temps. Voilà. Et alors que vous entendez ma voix, tandis que vous sentez vos pieds sur le sol, alors même que vous continuez à sentir l'air qui rentre et qui sort de vous-même. Tandis que, voilà, vous approfondissez cette recherche à l'intérieur pour goûter au confort, à l'intérieur de vous-même. Voilà. Parce que tout a une histoire. Vous pouvez remonter, comme ça, remonter le temps, sur l'histoire de la façon dont vous vous appropriez votre propre confort dans un canapé. Voilà. Et vous pourriez être ici, dans ce fauteuil, dans ce canapé d'hypnose, comme vous pourriez être dans votre propre canapé, dans votre maison, voilà, ou dans une maison de campagne, à un moment où vous êtes bien, en vous souvenant, voilà, de comment, peut-être, plus petit. C'est ça. En arrivant de l'école, après avoir jeté le cartable quelque part, vous vous affaliez sur le canapé. Voilà. Comment, à ce moment-là, vous expérimentiez ce moment de lâcher prise, tellement particulier. Et vous pourriez être ici, vous pouvez être ici dans ce canapé, là où vous êtes, les pieds sur le sol, les mains sur vous-même, les yeux fermés. Voilà. Comme vous pourriez être dans un autre canapé, petit, à ce moment où vous lâchez le sac, et vous vous laissez tomber dans le canapé. Ce moment de confort si particulier. Voilà. Ça. Tandis que vous entendez ma voix, alors même que vous continuez à sentir l'air qui rentre et qui sort de vous-même. Votre esprit inconscient peut vous ramener sur la ligne de temps, à ce moment. À ce moment où vous saviez lâcher prise, comme le font les enfants. Laissez le monde extérieur à l'extérieur, pleinement et complètement, pendant quelques instants qui peuvent durer tout le temps du monde, à l'intérieur, de plus en plus, profondément, à l'intérieur. Voilà. Et vous permettre de penser avec la façon de penser de l'enfant. Vous êtes là, voilà, aux chouettes choses que vous avez envie de faire, d'expérimenter, aux chouettes moments de votre vie. Et j'invite l'esprit inconscient à approfondir encore cette transe, de plus en plus profondément à l'intérieur, ici, dans ce fauteuil, dans ce canapé, comme vous pourriez être dans un autre canapé, en vacances, en pensant à ce moment particulier du canapé de la maison, où on laisse la vie de l'école à l'extérieur, où on se laisse glisser de plus en plus profondément à l'intérieur. Et votre esprit inconscient peut faire le travail d'y retourner. Votre esprit inconscient peut jouer le jeu. Voilà. Et aller extraire de ce moment des ressources. Voilà. Des ressources que vous avez besoin de retrouver pour votre futur. Vers cet endroit de vous-même où le temps n'a pas d'importance, où les ressources sont là,
Parce que le temps, finalement, c'est toujours du présent. Le présent du présent, où l'on vit ce que l'on vit. Le présent du passé, qui sont des moments du passé mis dans cette case que l'on appelle le passé, mais qui sont des présents quand même. Les présents du futur que l'on crée, d'abord à l'intérieur avant de les construire à l'extérieur. Et à l'intérieur, le temps n'a pas vraiment d'importance. Et c'est vrai que quand on y pense bien, tous les passés, tous les présents du passé ont été des présents du futur à un moment donné, et tous les présents du futur seront des présents du passé aussi. Voilà, tous les présents ont d'une certaine façon, à l'intérieur, la même importance. Voilà. Et ceux qui ont été vécus et qui valent le coup d'être vécus, peuvent être captés à nouveau, appropriés, afin d'en tirer des ressources pour le futur. Ce sera un autre présent. J'invite l'esprit inconscient. Voilà. C'est ça. Ici, dans ce canapé, comme vous pourriez être dans un autre canapé. Ce moment. Ça. Approfondir cette transe. Voilà. De plus en plus profondément. Intérieur. Et profitez de cet espace pour y apprendre quelque chose. Y apprendre que parce que vous avez été bébé, parce que vous êtes endormi, exactement au moment où vous aviez besoin de vous endormir. Voilà. Il y a quelque part en vous-même toutes les ressources nécessaires pour cela. Votre esprit inconscient peut juste, ici et maintenant, profiter de cet espace. Voilà. Pour s'y connecter pleinement et complètement pendant quelques instants. Voilà. Ça. Voilà. Et puis, simplement, comme un voyageur qui a fait son voyage dans le temps, revenir tout doucement, voilà. Remonter cette ligne de temps. Voilà. De présent en présent, en transportant avec vous ce que vous avez trouvé dans cette expérience, la transportant avec vous dans chaque événement de la vie, à chaque moment où il y avait besoin de lâcher prise. Et en le ramenant progressivement vers ce présent de 2023. Où que vous soyez. Petit à petit, à votre propre. Alors que l'esprit inconscient lui intègre, ramène tout ce qu'il a trouvé. Vous pouvez tranquillement revenir vers vos pieds sur le sol, vers vos mains, là où elles sont posées, vers votre respiration. Vous étirez. Laissez la lumière traverser les paupières closes. Voilà. Et revenir ici et maintenant. Voilà. On vous s'entend bien. Merci Lionel pour cette hypnose de lâcher prise qui nous encourage à lâcher prise tout au long de notre vie, de là-bas jusqu'à ici. Ouais, voilà.
Super. J'aimerais bien qu'on explicite, Jean-Luc, le mot ressources, parce que là, tu as parlé de ressources pendant le moment d'hypnose. Mais qu'est-ce que c'est que ça, que les ressources? Les ressources, c'est l'ensemble des expériences positives qui peuvent nous aider à atteindre un but. Lorsqu'on se fixe un objectif, un but, on a besoin évidemment de clarifier le but. Et après, alors généralement, le simple fait de dire voilà ce que je veux réellement fait émerger les ressources en nous, fait émerger les moyens dont on a besoin pour pouvoir pour donner atteindre. des exemples du coup de Oui. ressources, ça Et peut les être ressources, quoi? alors les ressources, c'est l'ensemble des expériences, soit les expériences positives de notre passé. Voilà, je me sens, j'ai pas confiance en moi, et d'un seul coup, en fixant un but, je vais retrouver des situations où j'ai eu confiance en moi. Voilà, mon inconscient va me renvoyer ça. Alors les ressources, ça se trouve dans mon expérience personnelle, dans mon passé, ou si je ne les trouve pas, elles y sont. Pourtant, je peux faire comme si, imaginer que je les ai. Et ou si je ne les trouve pas, je peux prendre un modèle, je peux prendre quelqu'un que je considère qui a beaucoup de confiance et me dire tiens, si j'étais dans sa peau, comment je serais. Voilà. Donc c'est simplement les ressources, c'est simplement une activation d'expériences positives qui peuvent me servir de soutien pour la réalisation d'un objectif. Voilà. C'est bien qu'on précise parce que c'est vrai Oui, que oui, les bien sûr. hypnothérapeutes ont l'habitude Oui, de oui, dire oui. des ressources, Ouais, c'est mais vrai. quand on Oui, entend oui. ce mot pour la première fois, on se dit mais de quoi ça Oui. parle quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Ok, super. Ben écoutez, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire ou pas, je ne sais pas, il nous manque Ben, toujours des choses. Moi, j'ai envie de dire que d'abord, le livre, c'est comment je dirais, pour moi, c'est un formidable exemple de ce que j'enseigne dans le cadre de la formation au coaching de santé. Tu apportes une expérience formidable du modèle, de la démarche que l'on enseigne pour ceux qui veulent devenir coach de santé. Et puis, c'est un voyage du héros quelque part, cet c'est itinéraire. exactement un voyage du héros. Alors, il faut expliquer ce que c'est, hein. Le voyage du héros. Au départ, c'est un livre de Joseph Campbell. C'est un livre de Joseph Campbell qui a recherché quels pouvaient être les points communs entre tous les mythes dans différentes cultures. Et les points communs, c'est en fait l'homme est appelé à se dépasser, à aller évoluer, à grandir, etc., à ne pas se satisfaire de sa condition actuelle et se sentir appelé à aller au-delà. Ma maladie, je ne peux pas me satisfaire de ma situation actuelle de malade et je sais qu'il y a autre chose, que je me sens appelé à vivre autre chose dans ma vie. Donc oui, la démarche de guérison est une démarche typiquement le voyage du héros. Donc dans ce voyage du héros, il y a plusieurs étapes cruciales. Alors, d'abord, ça commence par cet appel. Ma vie actuelle ne me satisfait pas. Et même si je ne sais pas encore formuler ce que je veux, comme c'est vraiment ça s'est passé pour toi, je sais que je peux aspirer à quelque chose de mieux, à une vie plus riche de sens. Et pour ça, je m'engage sur un chemin. Je ne sais pas où il va me mener, mais je m'engage sur un chemin. Et c'est comme si je passe un seuil. À un moment donné, j'ai le courage de ce seuil, je sors de ma vie, de mes habitudes, et je passe dans une zone d'inconfort qu'on appelle un seuil. Et quand on passe ce seuil, c'est irréversible. On considère qu'on ne revient plus en avant. En arrière. En arrière, pardon. Oui. Et quand j'ai passé ce seuil, finalement, je vais rencontrer en même temps mes mentors, les gens qui sont susceptibles de m'aider, et qui vont m'aider à trouver les ressources dont j'ai besoin. Et les mentors aussi, c'est les soutiens en fait, vont m'aider à me confronter à mes démons, ce qu'on peut appeler parfois mon ombre, hein, je dis, le côté obscur de moi-même, c'est-à-dire les obstacles à la réalisation de quelque chose auquel j'aspire. Et tout ça, il y a tout un ensemble qui se met en place pour me soutenir et m'aider à réaliser mon but. Et c'est souvent sur le chemin qu'on sait où on va, hein, mais pour ça, il faut prendre le chemin. Beaucoup de gens se disent, oui, mais je ne sais pas où je vais aller dans ma vie. Mais c'est en marchant comme sur le chemin de Saint-Jacques que la destination apparaît. Donc là, après, il se passe un truc terrible, non, dans ce voyage du héros. Une fois qu'on a rencontré les mentors, une fois donc il y a eu le seuil, les mentors, on avance. Et qu'on a été confronté à notre ombre, surtout. À notre ombre, oui, voilà. Oui, oui. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on aboutit à un autre niveau de conscience qu'on n'avait pas auparavant, qui nous permet d'accéder à comme une nouvelle identité, comme tu l'as expliqué. Je ne suis plus la personne que j'étais. C'est comme s'il y a quelque chose qui devait mourir en moi
une vieille identité avec laquelle je n'étais pas confortable, et j'accède à une nouvelle identité, avec une nouvelle état de conscience. Et cette nouvelle identité, ce nouvel état de conscience me permet d'offrir quelque chose au monde auquel j'appartiens. Je leur offre un témoignage, un livre, je leur offre des nouveaux services à travers un métier. Voilà, je leur offre mon modèle. Et pour moi, ton livre apporte c'est vraiment, enfin pour moi, c'est une leçon. C'est un livre d'importance, moi je trouve. Hein. Oui, le jour où j'ai repris le oui. contrôle de ma vie, itinéraire d'un parcours d'autothérapie chez Interédition. Oui, vraiment parce que c'est il y a près de 200 000 personnes qui ont une sclérose en plaques en France, c'est ça? 100 000. 100 000, c'est ça, 100 000. C'est quand même pas mal, Et qui sont dans la résignation, vous voyez, hein, qui sont dans cette résignation de c'est une maladie incurable. Et pour moi, ton livre apporte un modèle d'espoir formidable, je dirais, pour tous ceux qui vont, j'espère qu'ils vont le lire. Alors c'est vrai, mais en même temps, c'est un livre pour malades, c'est un livre pour les aidants, parce que les aidants, ils vont comprendre ce que c'est, et les aidants, ils sont toujours un peu mis de côté, etc., alors qu'ils sont extraordinairement importants. C'est aussi, surtout un livre pour les thérapeutes, pour aider les malades. Hein, c'est vraiment attends, c'est un livre pour la vie, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut le lire, il n'y a pas besoin d'être malade, ni de vouloir soigner les autres. Non, non, pas du tout, c'est vraiment un livre qui nous fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce qui est important pour nous, comment on encode tous ces conditionnements qui nous pourrissent la vie, et comment on s'en sort. Donc c'est vraiment... Absolument, parce que ceux qui sortent, qui guérissent de maladies dites incurables, ne se disent jamais « je veux guérir ». C'est pas ça. C'est j'aspire à quelque chose qui va au-delà de la simple guérison, de la simple réparation. Il y a quelque chose dans ma vie qui doit exister. Je n'arrive pas à le définir. C'est peut-être vague, mais c'est dans cette direction que je veux aller. Ça va se préciser au cours de ma vie. Je sais que probablement au départ, tu ne savais pas que tu voulais devenir hypnothérapeute, que tu voulais faire le 200 km sur Saint-Jacques avec un sac de 10 kilos, que tu ne voulais pas faire tout ça. Quelle drôle d'idée, il faut dire. Ça fait mal aux pieds. Et donc, oui, et puis alors Jean-Luc, on n'a pas parlé, mais Jean-Luc, vraiment, lui, j'ai adoré l'avoir en préface, parce que d'une part, c'est une personne que j'ai rencontrée dans cette épopée, hein, c'est comme ça, voyage du héros, on part avec le sac à dos. Oui, et puis tu lui dois la découverte de la danse des 5 rythmes aussi, de beaucoup de choses, voilà, bien sûr. Alors Jean-Luc et d'autres personnes, etc. Et justement, Jean-Luc, vraiment, je suis trop content qu'il ait fait la préface, parce que c'est quelqu'un vraiment qui réfléchit à comment on change de niveau de conscience, comment depuis des années, et surtout avec une application sur la santé. Hein, c'est vraiment une des rares personnes qui théorise ça, de comment on sort d'un truc dingue juste parce que on a changé ses modes de pensée, voilà. Et Jean-Luc fait un travail exceptionnel quotidien, pour rechercher aussi tout ce qui va dans ce sens-là. Alors il y a sa relation, il y a la relation aussi avec la maladie, comment considérer sa maladie, parce que du coup, tu disais que c'était une source d'opportunité de changement, mais enfin, c'est pas vécu comme ça pour les personnes. On est victime de sa maladie, on est une maladie qui arrive. C'est ça. Il y a deux grandes manières pour simplifier. Après, il y a les intermédiaires. Il y a le modèle médical, la maladie, boum, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça? J'ai dû commettre peut-être des péchés, des erreurs. Et c'est quelque chose dont je cherche à me débarrasser avec l'aide des médecins. Un symptôme, on l'anesthésie, on l'enlève par la chirurgie, les rayons, voilà. Et puis, c'est une démarche profondément utile dans certains cas. Et en même temps, la maladie, on peut la percevoir, je dirais, d'une autre manière, en se disant, c'est peut-être aussi un message de mon corps. Peut-être que le corps n'a pas entendu les messages subtils. Je n'ai pas entendu ces messages. Je n'ai pas suffisamment d'interoception, c'est-à-dire de radar sur ce qui se passe dans mon corps pour prendre conscience qu'il est en souffrance. Alors la maladie est peut-être parfois un seuil d'un niveau élevé pour me faire prendre conscience que quelque chose ne va pas dans ma vie. Moi, j'ai vraiment le sentiment que à partir du moment où on s'écarte trop de notre chemin de réussite, de quelque chose qui compte pour nous, de nos aspirations profondes, de nos rêves, si on s'en écarte trop, c'est comme si la maladie était là pour nous dire reviens, je te signale quelque chose, reviens. Donc dans ces cas-là, la maladie, c'est pas quelque chose dont il faut absolument se débarrasser, il faut savoir aussi l'écouter.
et avoir un dialogue aussi avec cette maladie, hein, pour comprendre quel est son message. Tu t'es pas posé cette question-là, toi? Quel est le message de la maladie? C'est pas du tout comme ça que tu as raisonné. Hein. Moi, c'est vraiment après, en y réfléchissant, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une opportunité. Si on nous dit, bah voilà, soit tu fais ça, soit c'est fini, donc voilà. Et moi, j'ai pas forcément. Je me suis écouté. Hein, c'est pas. Voilà, je me suis écouté. J'ai écouté mon intérieur. Quand je vais voir un petit garçon qui va pas bien, je m'écoute. Je me dis, il est à l'intérieur. Et ce petit garçon, il est là. Hein. Par exemple, quand tu te balades dans la rue et que tu vois un ballon, tu as envie de taper dedans. C'est qui a envie de taper dedans? C'est toi ou c'est le petit garçon? Et il est là. Et donc le soigner, c'est te soigner aussi. Hein. Et voilà. Donc c'est s'écouter, c'est écouter toutes les versions de soi-même qui ont été là et vouloir les réorganiser. C'est ce que tu nous as magnifiquement proposé pendant le moment d'hypnose, que je vous invite à écouter et à réécouter. Je vous remercie infiniment. Encore, je recommande ce livre. Voilà. Merci à toi, Catherine. Et bien, merci à vous. Et donc, à très bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose. On a dépassé de 10 minutes. Bon. Voilà. Mais c'était difficile on n'avait pas fait le voyage du héros, tout ça. Ouais, on avait plein de choses à dire. Bon, voilà. C'est super. Bon, il y a eu des très beaux moments. Alors après, c'est une conversation, donc c'est un petit peu décousu.